Place au parti pris. Elisabeth, Pascal, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour l'international. Mais c'est vous qui commencez, Elisabeth, votre parti pris, les gendarmes et le devoir d'exemplarité. Une vidéo a été diffusée par nos confrères de Mediapart et de Libération qui montre certains propos de gendarmes lors des affrontements à Sainte-Soline. Exactement. Regardez la une de Libération ce matin. Faut leur tirer dans la gueule. Voilà, c'est le verbatim d'un policier. C'est assez clair sur l'état d'esprit. Mais ça n'est pas le pire. Avant d'entendre cette vidéo, vous allez voir, elle est quand même extrêmement frappante. Quel est le contexte? Si vous le permettez, je le rappelle. Printemps 2023. Il y a un climat chauffé à blanc autour de la construction des bassines, des méga-bassines de Sainte-Soline dans les Deux-Fèvres. Dans les Deux-Sèvres, il y a déjà eu un affrontement à l'automne précédent. Là, c'est le match retour au printemps 2023. Les écolos avaient promis de revenir et de tout casser. Le ministre s'appelle Gérald Darmanin. Il avait dit « Nos passarades, vous ne passerez pas ». Donc, environ 30 000 militants du collectif Bassines Non Merci, les Soulèvements de la Terre et la Confédération Paysanne entendent braver l'interdiction du ministre qui, lui, a déployé un dispositif très important, 3000 gendarmes pour empêcher l'accès, donc des quads, une vingtaine de quads, 2 blindés, des camions. Résultat, vous le voyez, il y a eu des affrontements très violents. 28 gendarmes, 7 manifestants ont été blessés, selon les autorités. Selon les manifestants, 200, dont 40 grièvement. Il y a eu 3 manifestants, effectivement, dans... Ils étaient venus pour en découdre, hein, les manifestants violents, enfin pas tous, mais une partie d'entre eux pour en découdre. Gérald Darmanin a ensuite, vous vous rappelez, c'est une expression qui avait frappé, dénoncé de l'écoterrorisme. Et les manifestants, eux, ont dénoncé des méthodes brutales, absolument interdites, illégales, des tirs de LBD et de grenades lacrymogènes. 2 ans plus tard, donc c'est ce matin, donc l'enquête de Libération et Mediapart, qui se fonde sur les images des caméras piétons des gendarmes qu'ils se sont procurés. Écoutez cet extrait monté par Maxime Fragnol. Une la prise dans les couilles. T'aurais mis une DMD dans les couilles à un mec. Par contre, je compte plus les mecs qui font des bras. Il faut leur tirer dans la gueule. Lui, il faut lui faire un tir tendu de LG, là, dans la gueule. Ah, je vais mettre des coups de bâton plein de tête, gros. Un enculé que j'ai eu à la tête, mon gars. Ah ouais? Dis pas ça dans la caméra. Et si je le chope, je le tue, quoi. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Là, ça serait même temps. Là, c'est vraiment les... Là, ça crève. Moi, j'ai envie d'aller le tabasser. Voilà, donc c'est un extrait, tout est à l'avenant. On parle de d'éborgnation, etc. Les propos, d'abord, sont extrêmement... D'éborgnement, oui. Alors, on nous dit que dans la formation, c'est vraiment quelque chose sur lequel la gendarmerie nationale insiste énormément. Il n'y a que du vocabulaire technique, etc. Bon, ben là, c'est pas du tout le cas. Il y a des insultes plus grossières les unes que les autres. Alors, que celui qui n'a jamais juré dans une situation d'extrême tension lève le doigt. Hein. C'est ça, parce qu'on entend beaucoup de propos aujourd'hui qui les excusent d'une certaine manière en disant, voilà, situation de tension, manifestants très violents, vous dites... Et puis, vous le disiez, pardon, David, c'est vous qui l'avez dit, vous aviez raison, il y a des saisies en amont qui ont été faites. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les sacs à dos? Des boules de pétanque, des frondes, des lance-pierres, des produits incendiaires, des couteaux, des haches. Donc c'est vrai que, si vous voulez, ce ne sont pas des enfants de cœur, les militants. Et les gendarmes, dans ces situations, c'est pas des violettes non plus. Quand on entend plus de vidéos encore, on sent qu'il y a de la testostérone, qu'il y a une forme d'encouragement quand même à se taper les manifestants. Il a dû en prendre plein la gueule. La prochaine fois, il fera son Scrabble le dimanche. Bon, ça, c'est au moins, c'est gentil. C'est absurde. C'est absurde parce qu'ils sont filmés. Et ils le savent, donc c'est assez incompréhensible. Peut-être ont-ils eu peur aussi. Moi, je voudrais quand même mettre ça sur la table. Ils savent qu'en face, ils n'ont pas des rigolos. Et donc, ça déchaîne un torrent d'insultes qui est inacceptable, quoi qu'il en soit. Mais ça ne tue pas, normalement. Donc vous dites c'est inacceptable. Ah, ça, c'est inacceptable, surtout s'ils ont des formations. Les gars, il faut qu'ils se tiennent, quoi. Quand il dit, tu as vu combien j'en ai éborgné, enfin, il y a des insultes qui sont une grossièreté épouvantable. Même si on peut être excité, pas à ce point-là. Plus dangereux, les tirs tendus de grenades lacrymogènes sont strictement interdits. Si vous voulez, normalement, un tir tendu, je vous l'explique parce que je l'ai appris, ça doit partir en cloche pour que la grenade explose et ensuite atteigne l'individu. Si vous le faites à l'horizontale, quand elle explose sur l'individu. Et donc, elle le blesse. Et là, on entend très clairement dans les audios
dans les vidéos, eh bien, des ordres de procéder à des tirs tendus. C'est interdit, sauf en cas de légitime défense. Ce qu'on entend, c'est bien joué en pleine gueule. Il y a un adjudant qui dit sur le groupe devant, tendu, vous balancez en tendu, baisse ton canon, putain, dépêche-toi. Pardon, je vous cite, c'est exactement ce qui est dit sur les vidéos à 13h16. S'ils sont menacés, ça se plaidera. Il faut les entendre. Mais sinon, eh bien, c'est scandaleux que des ordres aient été donnés, qu'ils aient été suivis. C'est une infraction pénale. Et juste, on va écouter Laurent Nunez qui ce matin a réagi et qui a annoncé une enquête administrative. Ce sont des gestes de violence qui ne pourraient ne pas être proportionnels, l'enquête le dira. Il y a des tirs tendus, ça n'est pas permis. Si, au cas d'espèce, et ça semble de ce que j'en ai vu, j'ai regardé évidemment cette vidéo confirmée, il y a effectivement eu un usage de la force qui est pour partie disproportionné. Il y a une enquête qui l'établira et il y aura des sanctions. Ce qui est dommage pour finir, c'est que ça jette l'opprobre, évidemment. Et ça donne des arguments à ceux qui disent qu'il y a une violence institutionnelle dans la police, qui est la police qui tue. Évidemment, LFI s'en est emparé en disant on est conforté. Abnous. Mais vive la justice, c'est à ça que servent la justice et les débats contradictoires, parce que je pense que si on avait on avait filmé ce qui se disait parmi les manifestants les plus brutaux, on aurait entendu à peu près la même chose. Sort à hache, va lui courir bien après. Pire sans doute, mais ils ne sont pas au service de la République. Pas au service de la loi. Non. Et c'est bien, et c'est toujours pareil. Vous savez, quand vous êtes dans des situations tendues, comme Elisabeth l'a très bien dit, c'est vrai qu'il y a un côté avec le verbe à se soutenir, à y aller, à avoir moins peur, etc. Mais ça ne justifie effectivement pas ces propos. Mais vive la justice. Pascal, vous voulez dire un mot? Sinon, on passe à votre parti pris économique. Alors, télescopage dans l'actualité, il y a Chine qui ouvre son premier magasin, l'habillement, et dans le même temps, il y a eu ce sommet sur la marine marchande à La Rochelle, je crois. C'est ça. La construction des cargos, vous dites, on a tout abandonné à la Chine, ce télescopage est spectaculaire. Oui, parce que la mer, les océans ont été anglais pendant très longtemps et sont devenus chinois en réalité, puisque 50% des bateaux de commerce qui naviguent aujourd'hui dans le monde ont été fabriqués en Chine. 50%. Pire encore, 70% des commandes passées ont été commandées, 70% des bateaux commandés l'ont été à des chantiers navals chinois. Et c'est un véritable enjeu. Pourquoi ? Parce que le commerce maritime, c'est 80%. On le sait, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est 80%, l'immense majorité du commerce mondial. Alors, vous voyez bien l'enjeu industriel. Le paradoxe, c'est qu'on a des transporteurs qui sont européens. On en a un grand en France, CMA CGM, mais on a aussi Maersk qui est danois, on a Hapag Lloyd qui est allemand. Il y a aussi des transporteurs italiens et suisses. Étonnant d'ailleurs, la Suisse qui n'a pas d'accès à la mer dirige des compagnies de transport. Mais les grands bateaux, je vous parle des vraquiers, je vous parle des porte-containers, des pétroliers, sont chinois. Et c'est l'occasion de dire que la Chine a mis le paquet sur les mers. D'abord, dans le domaine militaire. La Chine développe aujourd'hui, met beaucoup d'argent sur la table pour développer une marine militaire, parce qu'elle considère la mer de Chine comme un lac intérieur, en réalité. Et donc, elle veut absolument le contrôler. Les Chinois regardent aussi l'île de Taïwan avec l'appétit d'un corsaire pour les cocotiers. Tout le monde le sait, ça également. Et elle voudrait devenir le fournisseur du monde. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas que Chine. La Chine ne produit pas seulement des t-shirts et des chemises à fleurs pour hommes ou pour femmes. Elle produit aussi des bateaux, des grands bateaux. Elle produit des avions. J'ai eu l'occasion de vous parler ici de Comac, qui est équipé avec de l'avionique française notamment ou européenne. Mais ce sont des territoires de production sur lesquels la Chine se développe aujourd'hui. Alors, et c'est des instruments de souveraineté. Et de souveraineté. Alors moi, je pense qu'on peut rapatrier la production en Europe, en France, mais il faut se protéger. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se protéger. Et nous ne serons jamais moins chers que les Chinois, donc si on se protège pas, évidemment, on s'expose. On peut recommencer à produire des vraquiers, des cargos à Saint-Nazaire. Oui, je pense qu'on doit pouvoir y arriver. On est capable de produire de très beaux bateaux militaires, des bateaux de plaisance, des voiliers, etc. Enfin, on a une expertise dans ce domaine. Il faut s'inspirer de ce qui est fait aux États-Unis. Je crois qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Trump a contraint la Corée du Sud à investir, c'était une grande nation maritime, à investir
dans ses propres chantiers navals. Il impose des droits spéciaux à tous les bateaux étrangers, bateaux en pavillon étranger, chinois notamment, qui viennent accoster dans les ports américains. On aurait les moyens de faire ça, flèche l'argent public. Oui, alors, il y a 2 conditions à respecter, c'est celle-ci. Mais il faut avoir de la volonté. La volonté politique, c'est se protéger des prédateurs. Il faut arrêter de nous raconter des histoires sur la concurrence pure et parfaite quand les concurrents ne respectent pas les règles de concurrence. Et 2, il faudrait concentrer nos moyens à l'échelon européen. Or, vous savez, en Europe, on a une grande peur de l'abus de position dominante. Donc l'Europe, la Commission s'est toujours opposée aux fusions, aux regroupements d'entreprises en Europe, mais il y a pas 100 façons de peser aujourd'hui, notamment la taille critique. C'est le premier élément pour peser à l'échelon du monde, des grands marchés mondiaux, et 2, la protection des prédations. On découvre tous les jours de nouveaux domaines où on a laissé la main aux Chinois. Celui-ci en est un. Vous êtes briviste Je suis corrézien, j'ai du sang corrézien. Absolument. Vous vouliez dire un mot sur la foire du livre, et notamment pour Boualem-Sansal. Oui, c'est la 43e édition. C'est le plus grand espace de vente de livres en France. Et sur décision du maire qui s'appelle Frédéric Soulier et du président du comité d'organisation, Boualem-Sansal sera cette année le président d'honneur de la foire du livre de Brive. Pour rappeler que Brive, ça a été une ville de résistance, c'est la ville d'Edmond Michelet, qui a été ministre du général de Gaulle, qui a été député, qui manifestait en son temps pour la liberté des Français d'outre-mer, qui étaient emprisonnés. Et puis, le livre, c'est un outil de liberté. Et donc, Boualem-Sansal, cette année, sera la figure de proue de cette 43e édition. Voilà qui est dit. Abnouz, votre parti pris international, incroyable histoire des veuves noires à Moscou qui ciblent ceux qui vont partir au combat, qui ont toutes les chances de mourir pour pouvoir mettre la main sur la prime. Exactement, et c'est le Wall Street Journal qui a mené cette enquête détaillée. C'est un phénomène de société. Vous avez toujours des prédateurs de guerre, des parasites. Et bien là, c'est des femmes qui épousent des soldats qui partent au front en Ukraine pour toucher les compensations. Le cas le plus emblématique est celui de Sergueï Kandosko, 40 ans, qui s'est engagé dans l'armée russe en octobre 2023. Le lendemain même de son enrôlement, il s'est marié avec une femme dont sa famille n'avait jamais entendu parler. La cérémonie de mariage n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Aucune photo n'a été prise. Il n'y a pas eu d'échange d'alliance. Et un seul témoin a suffi. Après le départ, c'est affreux, je rigole, c'est nerveux, du soldat sur le front, la jeune mariée, donc Elena Sokolova, a continué de vivre avec son ex-mari et ses enfants. Ah oui. Sergueï Kandosko est mort au combat 5 mois plus tard. Sa veuve a immédiatement réclamé les compensations et elle a touché 174 000 €. Une plainte a été déposée par la famille de Sergueï Kandosko contre la jeune veuve. Le tribunal a annulé le mariage pour manipulation. La jeune veuve a été condamnée à payer une amende de 32 €, mais elle a pu garder les 174 000 €. Oui, elle est gagnée au change. Ça s'appelle un dysfonctionnement, pour rester poli. Alors, quand même savoir qu'en Russie, le salaire moyen est de 365 € par mois, que c'est un pactole que cette compensation, c'est plus de 20 ans de salaire moyen pour un soldat ordinaire, c'est énorme. Le phénomène est particulièrement présent, évidemment, dans les régions pauvres de la Russie, d'autant plus que les enrôlements se sont faits dans les régions pauvres et pas dans les grandes métropoles russes. Ils ont fourni très peu de soldats. Ça, on y arrive. C'est pas encore le moment, on y arrive. C'est ce qui explique que des gangs criminels organisés se sont fait une spécialité dans les mariages de soldats. Par exemple, dans le district d'Ugra, en Sibérie occidentale, un gang a recruté des célibataires dans l'armée, leur a organisé des mariages blancs et le gang a touché environ 322 000 €. Donc ça devient vraiment une affaire. Pas mal. Même tout le monde se fait avoir, les femmes là, voilà. Et voilà, on découvre aussi grâce au Wall Street Journal les chasseuses de soldats en série. Marina Sitnikova, 36 ans, agent immobilier, a publié sur les réseaux sociaux en mai 2025 cette proposition de business. Épouser un soldat de l'opération spéciale, attendez sa mort, recevez l'argent de l'État et achetez un appartement avec. Trouvez-vous un homme qui sert, il meurt et vous recevez au total 8 millions de roubles. De nombreuses personnes le font aujourd'hui, de nombreuses femmes achètent un appartement facilement avec cette somme. C'est totalement déprimant, c'est lugubre. Mais pourquoi est-ce que les soldats acceptent ? Parce que je pense que quand vous partez à la guerre et que vous allez être confronté à la mort, vous dites... vous avez plus envie d'espérer que de croire que c'est une femme vénale qui en veut qu'à votre pognon, qui a envie de vous épouser. Et je pense que vous êtes dans des conditions psychologiques. Alors pour le gang, c'est différent, parce qu'ils devaient partager la somme. Le gang touchait de l'argent, donnait une partie de la somme aux soldats et à la femme, mais ramasser le gros. C'est une forme de prostitution du mariage quand il s'agit de gang. Et eux, ils sont dupés. Et quand c'est un jeune homme qui y va,
vous partez sur le front, tout le monde sait les chiffres, vous avez peu de chances de revenir. Vous dites, si je reviens, il y a une femme qui m'attend, et c'est toujours plus agréable de partir au combat avec une femme qui vous aime. Cette jeune femme, l'agent immobilier Marie Sitnikova, a été condamnée à 80 heures de travaux d'intérêt général pour incitation à la haine. Elle a présenté ses excuses en qualifiant ses propres propos d'humour noir. Bon, en même temps, c'est de l'humour noir, c'est très réussi, mais pas vraiment. Alors, c'est intéressant parce que vous avez aussi une blogueuse pro-Kremlin qui est très influente, Anastasia Kachevarova, qui mettait en garde au printemps 2024, elle parlait des gangs de pièges à miel. Je voyais l'expression piège à miel. Piège à miel. Donc ces femmes qui chassent. Donc maintenant, ça monte jusqu'à la Douma. Donc il y a une députée, Maria Voropaeva, qui dit que c'est une industrie criminelle organisée. Elle veut proposer une loi qui ferait des veuves noires des criminels passibles de 10 ans de prison. Le président du mouvement vétéran de Russie propose, lui, une période de mariage confirmée d'au moins 12 mois au moment de la réception du paiement, un droit prioritaire au paiement pour les familles ayant des enfants communs, et en l'absence de relations à long terme et d'enfants, que l'argent aille aux parents du soldat décédé, ce qui paraît logique. Et c'est intéressant parce que quand vous lisez cette enquête en entier, vous avez évidemment la perversion d'un système de compensation, parce que la Russie, c'est pas les soldats n'y vont pas à la fleur au fusil, ils y vont parce qu'ils viennent de régions pauvres, souvent qu'ils n'ont pas le choix et que ils ont une famille à nourrir. Mais surtout, c'est vraiment la décomposition morale d'une société. C'est le malheur de la guerre tient souvent aussi dans la composition morale. Et quand vous avez ce système de prédation qui se met en place, ça vous dit à quel point une société est malade. Et je pense que vraiment la société russe est particulièrement malade. Merci à vous trois pour ces partis pris.